Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de l'actualité et des coulisses du cinéma. Et aussi parfois de fromage fondu. Vous avez lu des trucs bien ces derniers temps? Moi, parmi les livres que j'ai préféré lire en 2025, il y avait Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli et Hamnet de Maggie O'Farrell. On va pas se mentir, ça faisait longtemps qu'ils traînaient sur ma table de chevet, mais je me suis enfin bougée lorsque j'ai su qu'ils allaient être adaptés à l'écran. Et ça tombe bien puisque les deux films sortent en salle cette semaine. D'un côté, une histoire très contemporaine et une autre pas du tout. Dans Hamnet, Paul Mescal incarne une version fictionnalisée de William Shakespeare. Le roman et son adaptation parlent plus spécifiquement du fils de Shakespeare, un certain Hamnet, et de la manière dont il aurait pu inspirer la pièce Hamlet. Le Mage du Kremlin, avec Jude Law, Paul Dano et Alicia Vikander dans les rôles principaux, c'est un film de fiction sur la Russie contemporaine et sur le conseiller de Poutine. Je l'ai découvert à la Mostra de Venise en septembre 2025 et à cette occasion, j'ai pu m'entretenir avec son réalisateur, le français Olivier Assayas. On a parlé de certains choix d'adaptation, notamment certains très osés, de la difficulté de réaliser un film sur la Russie et du talent de Paul Dano. Alors qu'est-ce qui fait une bonne adaptation de livre au cinéma? On en parle cette semaine avec Olivier Assayas, mais aussi avec Chloé Zhao et Jessie Buckley, la réalisatrice et l'actrice principale de Hamnet. Lire un livre juste avant de découvrir son adaptation cinématographique, c'est la pire idée. Enfin non, la pire idée, c'est de manger une fondue un 4 juillet par 30 degrés, j'ai testé pour vous, ne le faites pas. Mais juste après ça, il y a le fait de découvrir un livre juste avant de le voir en film. Pour moi, en tout cas, la plupart du temps, ça finit très mal. Je suis incapable de me détacher de l'univers visuel que mon cerveau a tissé en lisant le texte. Je n'arrête pas de comparer les répliques, celles qui viennent du livre, celles qui ont été rajoutées dans le film. C'est très dur d'apprécier une œuvre cinématographique par elle-même dans ce contexte. Et pourtant, quand j'ai vu Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, j'ai été immédiatement conquise. Olivier Assayas, c'est un cinéaste français extrêmement versatile. Il a réalisé des chroniques historiques comme Carlos, mais aussi des films plus intimes et comiques comme Hors du temps, son film sur le confinement sorti en 2024. Il s'est essayé au surnaturel et à la langue anglaise, notamment avec Personal Shopper, très bon film si vous voulez voir Kristen Stewart enfiler un harnais, ou Sils Maria, son chef-d'œuvre selon moi. Et ce 21 janvier 2026, il revient au cinéma avec son adaptation du Mage du Kremlin, le premier roman de Giuliano da Empoli. C'est un livre de fiction qui est quand même très proche de la réalité puisqu'il retrace la vie et l'ascension au pouvoir du puissant conseiller de Vladimir Poutine, Vadim Baranov, très fortement inspiré par le véritable conseiller politique, Vladislav Surkov. We need to invent something new. Russia needs a different brand of politician. He's young, athletic, he's a spy, KGB, Vladimir Putin. What interests me is power. I cannot be subservient to anyone. Our goal is chaos. We'll get into people's heads. We'll build the myth that the Russians are controlling the modern world. We are its masters. L'histoire se déroule en une seule nuit pendant un entretien entre un auteur et Vadim Baranov. Mais c'est aussi un récit épique puisqu'il va retracer toute l'histoire de la Russie contemporaine à travers son expérience personnelle. Jude Law est excellent dans le rôle de Vladimir Poutine parce qu'il est toujours très bon pour incarner des personnages un peu froids, mais aussi parce qu'il ne cherche pas à faire de l'imitation, il va vraiment créer sa propre version de Vladimir Poutine. Mais la vraie star du film, c'est Paul Dano. Oui, celui que Quentin Tarantino a gratuitement taclé récemment dans un podcast où il le qualifiait d'acteur médiocre, ce qui avait suscité l'indignation générale à Hollywood et également dans mon salon. Paul Dano, immense acteur dans Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, Prisoners ou encore Love and Mercy, livre encore une fois dans Le Mage du Kremlin une superbe performance dans le rôle d'un conseiller politique énigmatique et charismatique. Ça fait beaucoup de hic, mais c'est pas grave. Baranov n'est pas un personnage sympathique du tout, il est même assez répugnant moralement et pourtant on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Et c'est grâce à l'écriture de Giuliano da Empoli, d'Olivier Assayas et d'Emmanuel Carrère avec qui il a co-scénarisé le film, mais aussi grâce à l'interprétation de Paul Dano. Justice pour Paul Dano.
Vous aviez déjà pu entendre un court extrait de mon interview avec Olivier Assayas dans l'épisode que j'ai enregistré cet été à Venise, mais j'ai gardé le plus gros de notre conversation pour le moment de la sortie, puisque je pensais que ce serait plus intéressant à écouter une fois que vous auriez vu le film, vu que j'avais envie de rentrer dans les détails de l'intrigue, les différences entre le livre et son adaptation, et surtout parler de la fin du film. Alors je vous laisse écouter ça et on se retrouve après pour une critique de Hamnet de Chloé Zhao et mon interview avec la réalisatrice et l'actrice Jessie Buckley qui vient de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Hamnet. Il y a beaucoup d'adaptations cinématographiques qui prennent beaucoup de liberté. En l'occurrence, la vôtre est très fidèle au livre d'origine. Alors, il y a une exception notable, on en parlera peut-être plus tard, notamment la fin, qui est différente la fin est de ce différente. qui se passe dans le livre. J'imagine que quand on a un matériau comme ça d'origine qui est excellent, justement, la question de qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on garde, doit se poser en permanence. On a très vite considéré que toute la première partie du livre, c'est-à-dire le récit au fond de tout ce qui concerne le grand-père de Baranov et même l'histoire de son père, était à la fois littérairement passionnante, mais pas forcément indispensable au récit. Donc on a très vite écarté cette partie-là. Et on savait aussi que le personnage féminin du film n'était pas son point fort et que c'était important qu'il y ait développer le personnage de Xenia. Ça faisait partie de la feuille de route que très tôt, avec Emmanuel Carrère, on s'est donné. En particulier parce qu'il y avait besoin dans le film de quelqu'un qui représente la liberté. Quelqu'un qui exprime, qui impose, qui montre ce qui a été perdu dans la façon dont le totalitarisme a submergé une génération entière de jeunes gens russes qui, dans la foulée de l'effondrement de l'Union soviétique, ont pensé avoir reconquis la liberté. Et évidemment, ça n'est pas le cas. Mais par contre, le personnage de Xenia incarne ce vent de liberté qui a soufflé et elle montre constamment ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. D'ailleurs, il y a un choix que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'elle saute pas dans l'eau à la fin, dans l'eau gelée, alors qu'il me semble que dans le livre, c'est un peu ce grand moment un peu punk en fait. Oui. Pourquoi vous avez choisi de le faire différemment ? Alors là, franchement, je vais être très cash avec vous, parce que tout simplement, parce qu'on n'avait pas les moyens de tourner en Suède, et qu'on a choisi de tourner au bord d'un lac gelé, où là, si on voulait pas tuer Alicia Vikander, il valait mieux éviter de plonger dans l'eau, quoi. C'est vrai que ça se justifie. Justement, je voulais vous demander si le film avait été difficile à financer ou pas. Le film a été difficile à financer, oui. Je pense, y compris pour des raisons politiques. D'accord. D'abord, le film était cher. Il a l'air plus cher qu'il n'est réellement, mais enfin, il est néanmoins relativement cher. Et beaucoup de fonds privés qui investissent dans les films ont eu peur du sujet. C'est clair. Donc ça a été dit clairement ou c'est plus quelque chose que vous avez perçu Non, c'est jamais dit. C'est jamais dit aussi, etc. C'est non, on passe, on préfère ne pas le faire. Mais enfin, on sait très bien pourquoi ils préfèrent ne pas le faire. Et en plus, parce que très souvent, c'est des fonds qui sont financés par des Russes de l'exil, qui continuent à faire des affaires avec la Russie. Donc pour eux, ils savent pas ce qui va sortir du chapeau, ils savent pas ce que va être le film que je vais faire, donc mieux vaut se tenir à l'écart. J'ai entendu 20 millions pour le budget, je sais pas si c'est une info qui est correcte ou... Oui, c'est un petit peu moins que ça, je pense. Alors comment vous avez fait pour faire un film qui soit justement si épique et qui a l'air justement d'avoir coûté beaucoup plus cher ? Enfin, c'est une vraie réussite visuelle. Disons que ça, sans me vanter, Non, mais disons que j'ai appris en faisant essentiellement des films dans un contexte de cinéma indépendant, etc., c'est à mettre tout l'argent à l'image. Rien n'est dans l'infrastructure, dans la tendance, etc. Tout est réduit au minimum et tout doit être à l'image. C'est la seule manière, d'une certaine façon, d'exister et même d'une certaine façon de rivaliser sur le même terrain que les productions américaines qui, pour faire un film comme celui-là, auraient dépensé le double, le triple, quadruple. Ouais, complètement. Ouais. Ça a été quoi le plus gros défi dans cette adaptation ? Je me suis réveillé tous les jours de tournage en me demandant comment je vais me sortir de cette histoire. Parce que, disons que il n'y avait pas de scène simple, quoi. C'est des scènes où il fallait reconstituer un monde auquel on n'avait pas accès, qui est le monde russe. Je veux dire, c'était inimaginable de tourner en Russie, donc on a tourné en Lettonie. Mais enfin, tous les jours, il fallait transformer un décor letton en décor russe. Ça doit sonner juste. J'ai travaillé avec plein d'acteurs, y compris des acteurs lettons, ou même des non-acteurs lettons.
dit-on, tout était difficile. Et comme le film a été difficile à financer, on en a réduit le budget, on a éliminé des scènes, on a resserré tout ce qu'on pouvait resserrer, ce qui veut dire qu'on était toujours sur l'os, quoi. On était, etc. Donc il n'y avait pas de marge d'erreur. Disons que en termes de défi, le défi de réussir chaque journée au jour le jour, ça a été particulièrement anxiogène. Oui, on peut le dire comme ça. C'est peut-être un peu excessif, mais enfin, c'est certainement le bon mot est dans cette zone-là. Dans ce champ sémantique. Okay. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du choix de Paul Dano, qui incarne un personnage très énigmatique, très complexe? D'abord, Paul a quelque chose de lumineux. Et ça, j'y tenais beaucoup. Enfin, non, c'était mon premier choix. J'ai pas commencé en me disant, on va aller chercher un tel qui est la super grosse star du moment et qui va faire, etc. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui ait l'intériorité, l'intelligence, la sensibilité et le mystère de Baranov. Et franchement, je voyais pas mieux que Paul Dano, que j'ai toujours admiré. Et comme je lui dis sans arrêt, j'ai en particulier aimé dans Love and Mercy, où il joue le rôle de Brian Wilson. Et franchement, réussir Brian Wilson à 20 ans, comme il l'a réussi, c'est un truc de grand acteur. Et quand Brian Wilson est mort, j'ai failli lui envoyer un message de condoléances. Après, je lui ai dit, tu m'as fait, non, quand même, je peux pas faire ça. Il est pas parent de Brian Wilson. Il a juste joué le rôle de Brian Wilson. Mais c'est d'autant plus impressionnant ce que vous dites sur le budget et la difficulté, parce que c'est un gros morceau quand même, ça dure 2h40. On s'ennuie pas une seule seconde. Il y a vraiment énormément de séquences, c'est très rythmé. Est-ce que ça aussi, tout de suite, vous saviez que le film allait être si long Oui, je savais que le film serait long. Ouais. Je savais pas à quel point il serait long, mais disons que en réalité, aujourd'hui, il a 2h35, qui est à peu près ce que je prévoyais. Depuis le départ, je disais au producteur, bon, on est bien d'accord qu'on fait un film qui va être entre 2h40 et 2h30, et on est vraiment dans la cible. Mais enfin, on a tourné un film de 3 heures. Hein. Le montage a été assez strict. Non, mais il se passe beaucoup de choses dans le film. Donc, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce récit, justement, sur la Russie contemporaine ? Ça m'intéressait, j'ai envie de dire, de la même manière que j'espère ça peut intéresser un spectateur, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à un moment où, en Russie, d'une certaine façon, la question du politique a été réinventée. Les modalités de la politique du XXIe siècle se sont mises en place de façon imprévisible et déterminante dans les milieux autour de la réélection de Vladimir Poutine. Comme aujourd'hui, on vit dans ce monde-là, on vit dans un monde politique où la question de la manipulation, l'usage d'Internet en tant qu'outil politique, l'opacité, l'évolution des réseaux sociaux, etc. Je dirais, on baigne dans ce monde-là, et ce monde-là s'est mis en place de façon artisanale en Russie durant cette période-là, et évidemment, ça a à voir aussi évidemment avec la nature totalitaire du régime qu'a établi Vladimir Poutine, porté par de soutien actif des services secrets dont il a été les patrons pendant longtemps. Oui, c'est vrai que ça parle spécifiquement de la Russie, mais en fait, ça parle aussi de notre politique contemporaine, un petit peu partout en Occident, on va dire. Aujourd'hui, ça parle des nouvelles modalités de la politique et de comment les nouvelles armes ont été inventées. Est-ce que c'était intimidant de justement s'emparer d'un sujet historique, mais qui est très contemporain aussi, qui parle d'une réalité c'est très présente dans l'actualité en permanence, quoi. Oui, parce que c'est plus facile. Enfin, le film précédent que j'ai fait, je l'ai tourné en 4 semaines. C'est un film intime, personnel. Donc c'est sûr que c'est plus facile et c'est moins intimidant à aborder que de se dire je vais faire un film sur la façon dont le monde est en train de changer. Mais d'une certaine façon, le monde est en train de changer de façon qui est tellement inquiétante et tellement violente qu'on peut pas non plus fermer les yeux, on peut pas tourner la tête et dire je vois pas, je sais pas, je comprends pas, etc. Mais je dis ça dans le sens où je m'en suis rendu compte, j'ai compris ça presque a posteriori. Moi, à un moment donné, j'ai trouvé le livre de Giuliano da Empoli très excitant, stimulant, etc. et que ça valait la peine d'affronter les difficultés qui m'attendaient, qui étaient pas négligeables, etc. pour arriver à saisir ce que son livre nous aide à saisir. J'ai eu l'impression d'avoir dérivé progressivement vers quelque chose de plus ambitieux que ce que j'imaginais à l'origine, dans la mesure où effectivement je fais quelque chose que le cinéma ne semble pas faire, ou en tout cas n'ose pas faire, ou ne veut pas faire, ou ne peut pas faire, qui est de parler non pas de la politique
J'ai pas l'impression d'avoir fait un film politique, j'ai l'impression d'avoir fait un film sur la politique, dont le sujet est la politique et les nouvelles modalités de son fonctionnement. Je pense que si je m'étais rendu compte que j'étais en train de faire ça, même au commencement de l'écriture, ça m'aurait terriblement intimidé et je me serais dit non, je suis en train de partir dans une direction où je prends des risques qui sont trop importants. Mais comme j'ai été au fond, porté par le récit, porté par les écrits de Giuliano, porté par la collaboration avec les interprètes, etc., il y a quelque chose qui a pris corps, qui était plus grand que nous, qui nous a débordé. Et même en parlant ces jours-ci avec Paul Dano, Jude Law, Jeffrey Wright, etc., j'ai l'impression qu'on a tous été, d'une certaine façon, débordés par le réel et par l'effet de souffle de la détonation, c'est-à-dire le mouvement initial qui est celui de l'adaptation du livre de Giuliano, qui quand même touche au plus près aux questions les plus complexes de la politique contemporaine. Oui, en plus, vous avez fait le choix de mettre des images d'archives à l'intérieur, donc ça peut être regardé aussi comme un document, même si c'est de la fiction. Disons que je voulais constamment raconter, je voulais pas qu'il y ait un sentiment de fictionnalisation de la politique. Je voulais que constamment, de façon méthodique, le réel revienne pour vous dire non, ce qu'on est en train de vous raconter, ça a effectivement eu lieu. Vous l'avez oublié, mais si vous faites l'effort de bien vous rappeler, tout ça a eu lieu sous cette forme-là, et oui, c'est encore pire que ce que vous imaginez. À l'époque, à Sciences Po, je regardais les films d'Oliver Stone pour réviser mes cours d'histoire. Et en voyant votre film, je me suis dit aussi que peut-être, dans 5 ans, 10 ans, il y a des élèves à Sciences Po qui le regarderont pour réviser aussi leur cours sur la Russie contemporaine. Disons que moi, ça m'a réussi quand j'ai fait Carlos, il y a déjà quelques années, ou encore aujourd'hui, régulièrement, on me demande de venir parler du terrorisme à cette période-là, y compris dans des universités américaines, dans la mesure où, au fond, aujourd'hui, il n'y a pas de biographie de Carlos qui existe, qui soit à jour comme est à jour le film qu'on a fait. Ça, c'est à l'époque, j'avais travaillé avec un conseiller historique qui était le journaliste Stephen Smith, qui était mon référent, etc. Mais le travail de recherche qu'il avait fait et que j'ai fait derrière lui, qu'on a repris, aujourd'hui fait encore effet de référence. C'est un petit peu plus compliqué avec le Mage du Kremlin, parce que le Mage du Kremlin a tout de même une base romanesque. On part d'un livre où la réalité est représentée de façon véridique. Il y a rien de mensonger dans le livre, mais néanmoins, on est dans un domaine qui est celui où la fiction résonne loin, résonne profond. Oui, Baranov n'est pas un vrai personnage, même s'il est très fortement inspiré d'une vraie figure politique. Aujourd'hui, on a ni Giuliano, ni Emmanuel Carrère, ni moi n'avons voulu représenter Vladislav Surkov, qui est un horrible personnage par ailleurs, dans le sens où Giuliano s'en est beaucoup éloigné. On voit bien les traces, on voit bien l'ombre de Surkov dans le Baranov de Giuliano, qui s'en est éloigné, et avec Emmanuel, on s'en est éloigné encore plus dans notre adaptation de son livre. Alors, j'ai pas envie de gâcher le plaisir pour les auditeurs, mais j'avais quand même envie de vous parler de la fin, puisque là, c'était vraiment la grosse surprise. C'est un choix d'adaptation assez fort que vous avez fait. C'est venu d'où ? Pourquoi vous avez voulu faire ce choix-là ? Il y a un moment ou un autre, pour des raisons en général économiques, j'ai fait une relecture stylo à la main du scénario où je voulais faire des coupes, faire des ajustements, y compris en fonction de la réalité des décors lettons. On a tourné tout le film en Lettonie. Et en relisant, tout d'un coup, je me dis mais en réalité, il manque quelque chose à la fin. On peut pas laisser Baranov tranquille, mener sa vie pépère en attendant la retraite, etc. Ça marchait pas. Il fallait autre chose. Et vous avez consulté Giuliano, qui, si j'ai bien compris, est aussi votre voisin, c'est ça, concernant cette fin, ou vous avez pris la liberté sans lui en parler Je crois que je lui ai dit tardivement. Il n'était pas 100% content. C'est vrai ? Disons que comme le livre est beaucoup plus autobiographique que ce qu'on croit, parce que c'est vraiment il parle au fond de son expérience de conseiller de Matteo Renzi et de sa vie à lui et de la façon des choix de vie qu'il a fait. Donc disons que là ça allait un peu à contre-courant du projet autobiographique. Oui, c'est un peu violent du coup si on se projette dans ce personnage-là de le voir finir comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette semaine en salle, vous pouvez aussi découvrir Hamnet de Chloé Zhao, avec Paul Mescal et Jessie Buckley dans les rôles principaux, et un scénario de Chloé Zhao et Maggie O'Farrell, la romancière du Hamnet d'origine. Hamnet, c'est le nom d'un des enfants de Shakespeare, un de ses fils, qui est mort très jeune.
Et le livre de Maggie O'Farrell va théoriser un lien qui existerait entre ce jeune garçon Hamnet et la pièce Hamlet que William Shakespeare a écrit quelque temps après la mort de son fils. What do you see? I see a landscape. Oceans. You're having twins, my girl. Undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Please! When shall we three meet again? Our children's hearts beat. They smile, play. Never forget for a moment. He lives not. C'est un récit très beau, très émouvant aussi forcément. Moi, j'y allais un petit peu à reculons avec le livre parce que l'histoire d'un enfant mort ne m'attirait pas forcément au premier abord. Mais j'ai été très agréablement surprise par le roman que j'ai trouvé magnifiquement bien écrit. Ça parle évidemment de la mort du fils de Shakespeare, mais ça parle aussi de création, d'inspiration et ça parle de l'histoire d'amour entre Shakespeare et sa femme Agnès. Et j'avais très très hâte de découvrir l'adaptation au cinéma de Chloé Zhao qui a réalisé The Rider ou encore Nomadland. Je dirais que c'est une très bonne adaptation, très fidèle. Jessie Buckley est absolument époustouflante dans le rôle d'Agnès et d'ailleurs elle a gagné déjà beaucoup de prix pour son interprétation et elle est pressentie pour aller jusqu'aux Oscars. C'est un film qui est très beau techniquement. Le directeur de la photographie, c'est Lukáš Zal, qui avait aussi fait Cold War et La Zone d'intérêt. L'ingénieur du son, c'est l'excellent Johnny Byrne, qui avait lui aussi travaillé sur La Zone d'intérêt et sur plusieurs films de Yorgos Lanthimos. Et c'est quelque chose que j'ai tout de suite remarqué dans le film, l'attention au son, et notamment dans les scènes de forêt qui sont très très belles et très immersives. Il y a une lumière naturelle très très belle dans le film. La musique est très belle. J'ai quelques réserves sur le dernier tiers du film et notamment les grosses séquences d'émotions qui ont évidemment marché sur moi mais qu'on peut trouver un petit peu manipulatrices aussi. Je veux pas trop en dire parce que je pense qu'il vaut mieux que vous puissiez d'abord découvrir le film. Mais je dirais que ce qui m'a empêchée d'être totalement conquise par le film, c'est peut-être le fait qu'il se prend un poil trop au sérieux. C'est aussi le cas de Chloé Zhao en tant que réalisatrice, en tout cas pas en tant que personne, je la connais pas assez bien. Mais disons que c'est un film qui manque peut-être un petit peu de légèreté. Or, avec un sujet aussi lourd, ça aurait pu peut-être équilibrer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que Chloé Zhao a beaucoup raconté qu'elle avait adapté Hamnet à un moment qui était très lourd aussi pour elle dans sa vie personnelle, et donc que c'est aussi pour ça qu'elle a voulu totalement se plonger dedans. Je pense que ça se ressent clairement quand on voit le film. Dans tous les cas, comme pour le Mage du Kremlin, j'y suis allée en ayant très 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 peur d'être déçue parce que je n'arriverais pas à me détacher de mon expérience de lectrice, et malgré ça, j'ai été absorbée par le récit. Et je pense que ça, c'est vraiment la qualité d'un très grand film, parce que j'ai pas passé mon visionnage à faire les comparaisons, ou en tout cas, quand j'en faisais, c'était des comparaisons plutôt généreuses pour le film. Et maintenant que quelques mois se sont écoulés depuis mon premier visionnage et depuis ma lecture, j'ai hâte de revoir Hamnet et de voir s'il a tenu aussi l'épreuve du temps. Si vous avez écouté d'autres épisodes d'Anaïs se fait des films, vous savez que je parle de Hamnet depuis un bon bout de temps. C'était peut-être le film que j'attendais le plus en 2025, aussi parce qu'il était pressenti comme un des favoris dans la course aux Oscars, et aussi parce que j'avais beaucoup aimé le livre et que j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner en adaptation à l'écran. En prenant tout ça en compte, je dirais que le pari a été plutôt réussi. Il y avait une énorme chance que je sois déçue par le film, et ça n'a pas été le cas. Il y a juste un truc dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents qui me chagrine avec ce film, et c'est un choix de musique. Alerte rouge, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez avancer de 15 ou de 30 secondes. Pour ceux qui ont vu le film, ce qui m'a un petit peu choquée et dérangée, c'est l'utilisation d'un morceau de Max Richter, puisque c'est lui qui fait la bande-son du film, et il a composé des morceaux originaux pour la bande-son du film. Mais pendant le climax émotionnel, le moment vraiment le plus fort du film, celui qu'on attend tous depuis le début, je ne sais pas pourquoi, Chloé Zhao et Max Richter ont décidé d'utiliser un morceau déjà existant, On the Nature of Daylight, et c'est un morceau qu'on a déjà entendu des milliards de fois, à la télé ou dans les films. Pour vous citer juste quelques exemples, ce morceau a été utilisé dans la série The Last of Us, dans la série La Servante écarlate, dans le film Shutter Island, ou encore dans le film Premier Contact, pour ne citer que quelques exemples. Et vous le savez, si vous avez écouté d'autres épisodes sur la musique de film, moi c'est vraiment quelque chose qui me chagrine. Pour moi, une bonne séquence musicale dans un film,
C'est une séquence musicale qui va me marquer profondément et qui fera qu'à l'avenir, à chaque fois que j'entendrai ce morceau, je repenserai à ce moment du film. Et c'est pas possible quand j'ai déjà entendu ce morceau dans 18 milliards de films ou de séries. J'avais eu ce problème avec Mommy de Xavier Dolan qui réutilisait des morceaux qui avaient déjà été utilisés dans Sex Intention. Pour moi, Sex Intention, c'est intouchable, c'est une bande-son intouchable et je ne veux absolument pas la voir réutilisée dans d'autres films. Et à chaque fois qu'il y a des films qui utilisent une musique qui a déjà été très utilisée dans d'autres œuvres populaires, ça me sort totalement du récit. Au lieu d'être absorbée par l'émotion de ces personnages dans lesquels je suis censée me projeter, que je suis censée imaginer quasiment comme des personnes réelles pour lesquelles j'ai de l'empathie, tout de suite, je me retrouve dans ma position de spectatrice et je me dis « Ah, mais c'est la musique de truc !» Et c'est pas possible pour moi de faire ça. Donc voilà, je suis désolée, Max Richter est en plus quelqu'un qui a l'air très sympa. Je l'ai rencontré à Hollywood il y a 2 semaines et il était adorable et j'ai dû vraiment me mordre la main pour ne pas lui dire ce que je pensais de son choix de musique pour ce film. Le reste de la musique du film est très réussi, mais pour moi, là, c'est un immense raté pour une scène qui est déjà très émouvante, mais qui aurait pu être encore plus bouleversante avec un morceau qui lui serait uniquement associé. Voilà, fin de la section spoiler. Sur ce, je vous laisse écouter mon interview avec Chloé Zhao et Jessie Buckley, une interview réalisée quand j'étais à Hollywood, avant leur victoire aux Golden Globes, puisque pour rappel, Hamnet a gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique et Jessie Buckley a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice. Let's start by asking you why. D'abord, je voulais vous demander pourquoi vous avez toutes les deux été attirées par cette histoire. Je me suis jamais demandé pourquoi. En fait, c'était indéniable pour moi quand j'ai lu le livre. C'était une sorte de collision entre où je me trouvais dans ma vie à ce moment-là et ce que le livre racontait et ma rencontre avec Chloé. Quand une histoire vient à notre rencontre, il n'y a pas de pourquoi. Le film est déjà considéré comme un des favoris dans la saison des Awards et votre performance incroyable aussi d'ailleurs, Jessie. Comment est-ce que vous gérez cette pression-là toutes les deux ? Je suis très heureuse, très reconnaissante de voir que le film et que le travail de tous mes collaborateurs sont reconnus. C'est une grande chance. On peut faire un film et n'avoir aucune visibilité par la suite. On fait des films dans l'espoir de créer une connexion, avec nous-mêmes bien sûr, pour réparer des choses en nous, mais aussi pour créer une connexion avec le monde extérieur. Donc si ces récompenses permettent aux gens de s'intéresser au film, alors tant mieux. Qu'est-ce que ce film vous a permis de réparer en vous ? Oula, combien de temps vous avez ? Autant que vous voulez. Pour moi, le plus fort, c'était ma relation à mon propre corps, qui parle aussi de la maternité. Et je pense que la blessure maternelle est une blessure très primitive. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à ça. Mais même en tant qu'espèce, nous avons tous une blessure maternelle dans notre connexion avec notre corps, avec la mort, avec la nature. Et ce film m'a un peu aidé à régler ça. Même si je pense que c'est un travail que je ferai toute ma vie. Mais c'était quand même un bon point de départ. Et vous, Jessie, qu'est-ce que ce film vous a permis de régler ? Juste une petite question légère, quoi. Je pense qu'on essaye toujours de creuser en direction de l'humanité. Je ne veux plus porter une œuvre qui me forcerait à porter un masque ou à mettre une barrière défensive. Je veux être entière. Et cela veut dire déterrer des parties de moi qui sont peut-être bien cachées ou ensevelies. Mais ce que ça a révélé chez moi, ce que Chloé m'a autorisé à accepter pleinement, c'est la tendresse. Je pense que j'ai cherché à incarner des femmes très fortes et intenses dans mon travail. Mais beaucoup d'entre elles, à cause de leur force, projettent beaucoup de rage et une posture de défense. Et c'était ce qu'il fallait pour ces personnages. Mais je pense que cette intensité provient du besoin d'être en relation avec les choses de manière plus entière, d'aimer de manière plus entière. Et cette femme, Agnès, que je joue, ainsi que Chloé, ont permis aux parties les plus entières de moi en tant que femme d'être attendries et choyées. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. On se retrouve ce week-end pour un nouvel épisode de Anaïs vous répond. D'ailleurs, si vous avez une question à laquelle vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas à me l'envoyer en message vocal idéalement ou par écrit à l'adresse mail podcast@slate.fr. La semaine prochaine, vous pourrez entendre un nouvel épisode de mon hors-série sur Hollywood dans lequel je vous raconterai en détail ma folle soirée aux Golden Globes.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker, à mettre 5 étoiles. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en tape, laissez-moi me faire des films. Et sur ce, on se retrouve dans quelques jours. Et si vous êtes Max Richter, je suis désolée. Bisous. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.